Bonjour et bienvenue à Un Monde en marche. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle. Deux sujets sensibles que Rose et Lauriane, toutes deux intervenantes, vont pouvoir mieux nous expliquer. Bonne émission. Je suis à Terre des Jeunes aujourd'hui en compagnie de Rose. Salut Rose. Salut! Donc toi, tu es intervenante en santé sexuelle chez Foufoune pour le volet victimologie. Oui, exactement. Donc, tu accompagnes les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels pour offrir du soutien, de l'écoute, puis pouvoir, j'imagine, les aider dans le processus. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu plus la nature de ton travail puis comment tu interviens auprès de ces gens-là? En fait, la victimologie, c'est comme l'autre côté de la criminologie. T'sais, on s'est intéressé beaucoup aux criminels au début dans la science, puis au fil du temps, mais on a réalisé que les personnes victimes, il y avait beaucoup à décortiquer là-dedans. Donc, dans mon travail, j'accompagne les personnes victimes, les personnes survivantes à voir où ils ont besoin d'aller au niveau soit de leur sexualité ou juste de leur vie en général. Donc, c'est ça. Souvent, on va décortiquer un petit peu les événements qui se sont passés. Si c'est un événement ciblé ou si c'est un événement répété, ça va orienter un petit peu l'intervention. Oui, exact. Parce qu'il chaque cas est différent, chaque personne réagit différemment. Puis tu essaies justement d'aller de la base, d'aller avec la personne, de son trauma. Puis... Parce que c'est ça, tu me nommais qu'il y a beaucoup de types de réactions quand on est victime d'abus. Oui, il y a vraiment les traumatismes, les traumas, les ramifications sont énormes, c'est-à-dire qu'ils sont très variés. Il y a beaucoup de... Certaines personnes peuvent carrément se refermer sur elles-mêmes. On voit un affaissement un peu de leur réseau social, tout ça. D'autres personnes, au contraire, vont devenir peut-être un peu plus hyper sociales ou même, dans certains cas, on voit hyper sexualisées. Ça veut dire ça va être une des réactions qui est peut-être difficile à comprendre de l'extérieur. Tu te dis, la personne a été victime d'agression sexuelle, comment ça qu'elle pourrait se diriger vers ça? Mais c'est vraiment une sorte de... moyen de défense ou... Oui, puis peut-être aussi, des fois, c'est un moyen pour les victimes, pas nécessairement conscients, de reprendre contrôle sur leur sexualité. Fait il y a vraiment toutes sortes de réactions, puis en intervention, nous, on regarde surtout c'est quoi le point de départ, c'est quoi les besoins de la victime ou de la survivante. Puis on part de là, puis ensuite, on construit ensemble vers où on va s'en aller, là, finalement. Parce que c'est ça, l'esprit humain a des rouages très différents, puis c'est vraiment de décortiquer puis d'aller à la source, comme tu disais. Puis après ça, les modes d'intervention que tu offres, comment est-ce que ça s'articule? Ben c'est sûr, chez Foufoune, on fait des groupes de soutien, des activités de groupe, mais avec les personnes victimes, on va souvent commencer avec de l'intervention individuelle. Puis ensuite, là, quand on va avoir progressé dans l'intervention individuelle, on va conseiller d'aller vers des activités de groupe pour pouvoir justement reconstruire un petit peu son réseau, puis aussi échanger avec des personnes qui ont vécu des événements similaires. Fait que ça peut être aidant. Puis concrètement, tu sais, dans les rencontres, c'est toujours axé sur donner le plus de choix possible à la personne. En termes de choix, tu veux dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, si je fais un plan d'intervention pour une personne victime, tu sais, moi, c'est facile à froid comme ça de l'extérieur de dire, OK, ben on va travailler ça, de telle manière. Mais il faut toujours emmener ça à la personne pour qu'elle se sente en complet contrôle de la situation. Puis que les choix qui s'offrent à elle, c'est des options. C'est pas moi qui est l'experte de sa situation, c'est vraiment elle. Donc moi, je vais arriver avec plusieurs choix pour chaque activité qu'on fait dans la relation d'aide pour que la personne se sente le plus respectée dans son consentement puis le plus possible centrée dans la démarche.
Donc, on est un peu dans une optique d'empowerment aussi. C'est là qu'il y a une Vraiment. réelle différence quand la personne travaille de son intérieur, travaille de où est-ce qu'elle est rendue, avec ses capacités, ses forces. Oui, c'est beaucoup, t'as dit le mot, là, c'est le bon mot, le empowerment, c'est au centre de la pratique avec les personnes victimes. C'est vraiment dans le but de leur redonner le pouvoir, puis de les amener finalement à constater qu'elles sont capables, qu'elles sont en contrôle de leurs besoins, de leurs capacités, tout ça. Donc, c'est vraiment ça qui est au centre là, des rencontres. Puis, à l'époque où on est, est-ce qu'il y a des mœurs ou qui font en sorte que les abus prennent une tournure que ça arrive plus souvent de cette façon-là qu'une autre? Tu sais, chaque un peu époque a ses modes de fonctionnement. Je sais pas si il y a clairement un phénomène qui est plus viral en tant que tel, là, quand on parle d'abus aujourd'hui, que c'était il y a 10 ans, mettons. Dans le fond, tu sais, ce qui est assez constant, c'est que à travers l'histoire, il y a toujours eu des victimisations, des actes criminels. Ce qui a beaucoup évolué, c'est la loi. Donc, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, les agressions sexuelles entre personnes d'un même couple ou un couple marié, par exemple, n'étaient pas considérées comme un crime. Ça fait pas si longtemps que ça là, qu'on... Le mari devait obéir à la femme. Non, là, la femme devait obéir au mari. Fait que, tu sais, c'est la loi qui a beaucoup évolué. Donc, tu sais, la manière qu'on regarde les agressions sexuelles a beaucoup évolué, mais il y en a toujours eu. Mm-hmm. On en parle beaucoup plus maintenant, ce qui est un peu un couteau à deux tranchants, c'est-à-dire qu'il faut en parler, il faut faire de la sensibilisation. Mais plus on en parle, plus il y a de la résistance, des fois. Ouais. Puis ça l'amène justement des discours qui sont pas nécessairement aidants pour les personnes victimes, des préjugés, des stéréotypes qui viennent dans la conversation, qui viennent vraiment ralentir la guérison des personnes victimes. Là. C'est quoi ces préjugés-là, ces stéréotypes-là? Mais tu sais, la culture du viol, c'est un gros mot qui fait beaucoup réagir. Certaines personnes nient même l'existence de la culture du viol, mais dans la culture du viol, ce qu'on voit, c'est des pensées comme qu'est-ce qu'elle portait, c'est quoi qu'elle a pu dire. Au final, tu sais, souvent les croyances qu'on trouve là-dedans, c'est ça part d'un endroit que fondamentalement les humains aiment ça, croire que la vie est juste. Et donc, la personne a dû faire quelque chose pour mériter ça. C'est un petit peu ça le fond de beaucoup des stéréotypes qu'on retrouve dans la culture du viol. Comme si l'œuvre de Dieu a ses mystères. Oui, puis tu sais aussi un petit peu, on croit fondamentalement que l'humain est bon. Mm-hmm. Donc, si quelqu'un a fait quelque chose comme ça, d'aussi grave, ça doit être à quelque part mérité, tu sais. Ou aussi, ça peut venir d'une place où la personne qui a un préjugé sur les personnes victimes rationalise un petit peu dans sa tête pour pas que ça lui arrive, tu sais. Il doit avoir quelque chose qui a fait en sorte que ça y est arrivé à elle, puis moi, il faut que j'évite ça, tu sais. Fait que c'est un petit peu l'ambiance là-dedans qui c'est à déconstruire. C'est pas facile de démêler tout ça. Non. Puis est-ce que d'offrir un accompagnement, un soutien psychologique pour les personnes qui sont des abuseurs aussi, de voir d'où est-ce que ça vient pour empêcher de perpétuer ce cycle-là d'abus. Est-ce que c'est quelque chose que tu es apte à faire aussi? C'est une autre science carrément, c'est-à-dire que je serais en mesure d'accompagner une personne en suivi psychosocial, c'est-à-dire plus global, si on veut. Si la personne finit par me confier dans notre suivi qu'elle a déjà commis une agression, certainement, je vais être en mesure de la référer et tout ça. Par contre, c'est une toute autre science. C'est vraiment... ça part beaucoup aussi de l'éducation sexuelle, la prévention. Mm-hmm. Mais tu sais, quand on est intervenant ou intervenante, on n'a comme pas vraiment le choix de croire à la deuxième chance, au pardon, au travail sur soi. Fait que certainement, les personnes agresseurs ont aussi le droit d'obtenir de l'aide, puis du soutien, puis tout ça. Puis je crois à ça fondamentalement. Mais par contre, dans ma pratique, c'est pas ça que je fais. C'est plus axé sur le travail auprès des victimes. C'est ça. C'est vraiment une autre sorte d'intervention pour laquelle je suis pas qualifiée. Là. Puis ça, en fait, j'imagine que c'est un diplôme universitaire que tu es allé chercher. Oui. Moi, en fait, le nom de mon bac est Jean ça de long.
J'ai fait un parcours par cumul, donc c'est un parcours multidisciplinaire. J'ai fait 3 mineures, donc une mineure en psychologie sociale, une en sexualité, puis en jeu de société. Fait que c'est un petit peu l'intervention en santé sexuelle par rapport au système de pression. C'est comme ça de long, comme je disais. Puis mon dernier diplôme, c'est en victimologie. Donc tout ça, ça fait un genre de... Très complet. Ouais. T'es à la bonne place avec chez Fofone et ton travail d'intervenante, tout à fait. Wow. Mais tu sais, ça fait en sorte que en intervention, il faut certainement... c'est du 1 à 1, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a beaucoup de choses dans la société qui font en sorte que les personnes vivent des difficultés. Donc, c'est là où le côté social, société vient aider en intervention. T'sais. Quand tu parles de difficultés, c'est quoi un peu? Ben, tu sais, un des meilleurs exemples, c'est par exemple le statut socio-économique. L'argent fait pas le bonheur, mais il y a beaucoup de problèmes de santé mentale qui viennent du fait que les personnes... C'est ça, la précarité, l'anxiété du statut. C'est stressant, pas savoir si tu vas être capable de payer ton loyer, faire ton épicerie. Ouais. Donc, certainement, c'est pas des choses qu'on peut régler en intervention. Par contre, en prendre compte puis valider la personne dans le fait que c'est totalement valide de se sentir impuissant quand tu as été mis dans une situation malgré toi-même, tu sais, de précarité. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on peut penser aux différents systèmes de pression, le racisme, grossophobie. C'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte dans l'intervention. T'sais. Tu me parlais précédemment des groupes de soutien que vous offrez. Comment que ça se déroule, que ça se passe, ces groupes-là? Puis c'est qu'est-ce que les personnes qui participent en retirent en tant que telles? Tu sais, au niveau des personnes survivantes d'agressions sexuelles ou d'abus, tu sais, souvent, leurs relations interpersonnelles vont souffrir de cette victimisation-là, soit parce que après l'événement, le réseau a été beaucoup sollicité, c'est-à-dire la personne est en situation de crise, ses amitiés, sa famille ont peut-être été beaucoup là pour elle, puis au bout d'un certain temps, le réseau direct de la personne s'épuise un petit peu. Fait que des fois, ça peut être aidant pour les personnes victimes, puis sincèrement, toutes les personnes, mais de jaser avec des pairs, de voir que t'es pas seul dans ta situation, puis d'entendre d'autres vécus qui vont te rappeler ta situation pour mettre les choses en perspective. Puis ça amène une autre sorte de soutien qui peut pas nécessairement être donné par les proches de la personne. Ça peut être très aidant pour la personne de constater que elle peut construire des nouvelles relations, qu'elle peut construire des nouveaux liens, puis faire confiance à quelqu'un. Puis faire partie d'un élan de solidarité. Oui, aussi. Vraiment. Ouais, vraiment. C'est très important. Oui. Ben, tu sais, en fait, j'aimerais peut-être juste dire aux personnes qui se sentent un petit peu impuissantes dans le système de santé, dans l'état qu'il est présentement. Il y a de l'espoir, tu sais, il y a beaucoup de projets sur le territoire, il y a beaucoup de personnes qui recherchent des solutions. Tu sais, entre autres, nous, à la clinique, on essaie de venir un petit peu compléter les services qui sont déjà disponibles puis prêter main forte parce que le réseau est épuisé. Puis ça peut être un petit peu décourageant pour les personnes, mais je souhaite vraiment à toutes les personnes qui ont besoin d'aide de trouver leur personne intervenante ou trouver leur milieu d'intervention qui les convient puis qui peut les aider. Chez Fofone est là pour ça. Oui! Me voici avec Lauriane Provost aujourd'hui. Salut Lauriane. Salut. J'aimerais ça, Lauriane, que tu nous parles de ton travail dernièrement. Tu as comme été un peu, mis la main à la pâte pour tout ce qui est l'exploitation sexuelle dans la région, puis comment le contrer, comment œuvrer pour le contourner. Veux-tu nous expliquer un peu plus le programme puis la nature de ton travail avec ça? Oui, bien en fait, il y a eu plein d'actions qui ont été déployées dans un peu toutes les régions du Québec. Nous, ici, là, je vais parler vraiment pour la Mauricie, le centre du Québec. On s'est mis à travailler un peu à des actions dans une optique, d'une part préventive, donc un peu avec le travail de rue, là, dans le fond, qui va faire des actions en prévention de l'exploitation sexuelle. Puis d'un autre part, dans le fond, où est-ce que là, on vise plus les victimes d'exploitation sexuelle, qui là vient un peu plus toucher
m'accorde à moi, là, qui travaille vraiment plus dans une optique d'intervention auprès des victimes d'exploitation sexuelle. Donc, puis nous, les actions qu'on fait, en fait, concrètement, c'est qu'on supporte les intervenants pour pouvoir œuvrer auprès de ces jeunes filles-là, parce que c'est une problématique qui est nouvelle, quand même. Puis qui est souvent plus répandue que ce qu'on pourrait penser. Oui, absolument. Puis là, tu sais, je dis une problématique qui est nouvelle, il faut que je fasse attention à mes mots. C'est pas du tout nouveau. C'est un peu plus nouveau qu'on travaille avec ça. C'est plus nouveau qu'on le dépiste, ces situations-là, d'autant plus en région, là, je pense. Fait que voilà, fait que nous, on travaille vraiment à intervenir le plus rapidement possible et de la meilleure façon possible auprès des jeunes filles, jeunes femmes qui sont dans des situations d'exploitation. Puis ça, c'est un programme ou un volet qui est soutenu par le ministère de la Santé publique. Ministère de la Sécurité publique. La Sécurité publique. Sécurité publique. Ouais, puis en fait, il y a divers programmes financiers qui existent pour aider les organismes, là, dans le fond, finalement, pour mettre des actions en place. Donc, moi, je m'occupe vraiment du volet dans la région, là, où est-ce qu'on donne des formations aux intervenants, parce que, comme je disais, c'est une problématique qui est nouvelle, sur laquelle on intervient, là, vraiment concrètement, dans la région. Puis, on réalise que, dans le fond, quand une situation d'exploitation arrive, comme qu'on est au courant d'une situation dans un milieu, ben là, c'est une bombe, là, dans un milieu d'intervention, parce qu'on fait, oh, OK, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ben, il faut penser au niveau de dangerosité de la situation. Il faut penser à tous les aspects légaux dans la situation. On est tous des intervenants avec des enjeux au niveau de la confidentialité. Fait que quand on reçoit ça, on est pris avec ça, on sait pas quoi faire. Donc là, on essaie de décloisonner un peu, puis d'offrir du support aux intervenants pour être en mesure d'offrir les meilleures interventions possibles auprès des jeunes filles. Parce que aussi, c'est du cas par cas. Je pense qu'il y a quelque chose d'aller voir chez la personne qui était en situation d'exploitation sexuelle. Il peut y avoir des fois quelque chose de ça nourrit un besoin. Il y a comme un historique en arrière qui a fait en sorte que la personne se rentre dans cette situation-là. Oui, absolument. Peux-tu nous en parler un peu? C'est qu'est-ce qui peut amener à ces circonstances-là? Oui, absolument. En fait, il y a tellement d'éléments qu'on va appeler un peu des facteurs de risque, là, finalement, au niveau des situations d'exploitation. On peut penser, tu sais, souvent, on voit un peu le profil, là, la personne vient d'une famille défavorisée socio-économiquement ou qui peut avoir des gros enjeux, des grosses difficultés. Oui, des fois. Mais d'autres fois, c'est complètement autre chose. D'autres fois, ça va répondre à un besoin d'estime chez une jeune fille. Ça peut répondre à un besoin d'appartenance à un groupe. Fait qu'on peut pas mettre ça dans une catégorie de jeunes filles. C'est pas ça du tout. Il y a des gens de tous les milieux, des jeunes filles de tous les milieux qui se font prendre, là, finalement, dans ces situations-là. Puis on revient vraiment à, c'est ça, c'est que qu'est-ce qui fait en sorte que, tranquillement, elles se font embarquer dans une situation d'exploitation? C'est simplement parce que on va avoir visé son besoin, sa petite faille, puis là, ils vont travailler là-dessus, puis c'est ce qu'ils vont faire en sorte qu'elle va aller se valoriser d'une façon quelconque ou aller répondre à un besoin. Puis à ce moment-là, nous, en tant qu'intervenants, il faut qu'on intervienne sur ce besoin-là. Il faut qu'on puisse être en mesure de dire, OK, c'est quoi ce besoin-là que la jeune fille a eu? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle s'est embarquée dans cette situation-là? Puis on doit travailler avec elle à être en mesure d'y répondre par elle-même, finalement, à ce besoin-là. Ce qui n'est pas une mince tâche non plus, là. Oui, ça peut être très complexe, les raisons qui peuvent mener à une dérive un peu ou à emprunter un chemin qui est peut-être moins recommandé, là. Puis il n'y a pas une période de vie plus ingrate et difficile que l'adolescence, là. Je veux dire, c'est un moment où est-ce qu'on se cherche, où est-ce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, qu'on a divers besoins qui souvent peuvent être non répondus et des choses comme ça. Fait à ce moment-là, c'est ce qui fait en sorte que c'est un moment où est-ce que les jeunes filles vont prendre des branches, des fois vont essayer certaines choses. Tu sais, l'adolescence, on a envie du risque là aussi. Fait que ça, c'est quelque chose d'attrayant quand même. Puis après ça, il y a certaines jeunes filles qui vont embarquer, qui vont mettre un petit pied là-dedans puis qui vont reculer. Puis après ça, il y en a d'autres qui vont se faire embarquer puis qui malheureusement, la situation tourne beaucoup plus mal, là, malheureusement. Parce qu'il peut y avoir aussi des enjeux de toxicomanie reliés à ça. Oui. Il y a une dépendance à la drogue, que la personne qui autant fait le proxénétisme peut être le pusher aussi. Donc, il peut y avoir ce cercle-là. Des fois, c'est de baigner dans une espèce de forme de luxure aussi. Oui, puis c'est toutes des choses qui peuvent être attrayantes à la base, hein, c'est ça. La luxure, c'est intéressant à la base. La toxicomanie, essayer des substances, puis tout ça. À l'adolescence, c'est un classique, là, c'est trippant et tout ça.
Mais après ça, ben quand vient une problématique de dépendance ou quand vient aussi une manipulation, tu sais, ce qu'on va voir parfois auprès des proxénètes, tu sais, c'est un peu plus le oui, mais t'es avec moi là-dedans. Tu sais, on est dans la merde ensemble. Tu sais, on a fait des délits ensemble, tu sais, ou des choses comme ça. Ce qui fait en sorte que la jeune fille, après ça, ben craint de s'en sortir elle aussi, veut pas dénoncer, parce qu'elle se dit, ben oui, moi aussi, je suis dans le tort, là, dans tout ça. Fait que ça amène, tu sais, c'est vraiment une problématique à diverses étapes. Puis c'est une problématique qu'on doit travailler lentement, doucement, dans le respect de la jeune fille. Là, je dis jeune fille, là, on s'entend, ça pourrait être aussi des femmes, tu sais, d'âge mûr, là. C'est pas, on n'est pas cloisonné à une tranche d'âge fixe. De ce que tu observes souvent dans les interventions, on parle d'une tranche de quel âge, maintenant? Bien, c'est juste que nous, on va être amenés à travailler plus dans la tranche d'âge. Je vais dire, tu sais, la moyenne d'entrée dans l'exploitation sexuelle, là, mettons, c'est 14 ans. OK? Fait que nous, on va dire, tu sais, les situations qu'on voit le plus actuellement, tu sais, je vais dire ça, là, 13-14 ans jusqu'à 25 ans. Par contre, s'il y a une femme qui ressent un besoin de rencontrer des intervenants, puis elle a 30 ans, on va intervenir auprès d'elle, là, ça, il n'y a pas de problème. Fait donc, ça peut prendre place autant à l'école secondaire que bon, dans les plus vieux, mais c'est aussi dans les bars, souvent, la nuit, les boîtes de nuit, dans les parcs. Oui, puis tu sais, on n'est pas... faut faire attention là, un peu à nos clichés. Là. On n'est pas dans... genre, le gros gang qui arrive puis qui va rencontrer la jeune fille. Non, ça se fait super insidieusement. Ça se fait via les TikTok, les Snapchat d'aujourd'hui et tout ça, que une personne rentre en contact avec une jeune fille, puis se met à lui parler et tout ça, puis finalement l'invite à un party, puis en lui disant « Hey, invite ta gang d'amis », tu sais. Puis finalement, ce qu'on réalise, c'est que l'initiateur de ce party-là, ben c'est un proxénète, tu sais. Puis que la jeune fille, sans s'en rendre compte, elle a amené toute une gang d'amis dans un party d'appart qui, au départ, semblait bien inoffensif, mais qui l'était pas tant que ça. Il y avait des intentions cachées en arrière. Il y avait des intentions cachées en arrière. Fait que, tu sais, puis il faut faire attention. Des fois, il y a certains qui vont dire, ben voyons, elle est bien naïve d'avoir été là. Ben non, parce que ça a l'air d'une simplicité puis d'une beauté au départ. C'est mystérieux, c'est attrayant. Une personne plus vieille qui m'invite. Il y a toujours ce sentiment-là, comme on disait à l'adolescence, de vouloir être validé peut-être par des personnes plus âgées. Ben plus vieilles, tu sais, exactement. Comme c'est valorisant pour une jeune adolescente de dire, bon, ben il y a quelqu'un de 3, 4, 5 ans plus vieux que moi qui s'intéresse à moi. Tu sais. Alors, si le besoin, quand je parlais de besoin non répondu, si le besoin, c'est un besoin de valorisation ou d'estime, bon, on a les deux pieds dedans à ce moment-là, tu sais. Fait qu'on vient de se carrer là-dessus, puis la jeune fille, de fil en aiguille, se ramasse dans des situations de plus en plus complexes, finalement. Donc, les médias sociaux ont quand même aussi un rôle à jouer souvent dans les premiers contacts. Oui, puis les médias sociaux ont changé la donne là, sur la problématique de A à Z. Là. Si on recule, je vais dire de 15 ans, bien, en effet, là, on voyait, je vais le dire, le cliché du gros gang, là, tout habillé pareil, puis qui va à un arrêt d'autobus puis qui recrute des jeunes ou autour d'une cour d'école. Mais c'est plus ça, là. Maintenant, tous nos jeunes, maintenant, mettent tout sur les réseaux sociaux. C'est comme un buffet, genre self-service, là, finalement. Parce que le prox, il voit, là, il regarde le TikTok de la jeune fille ou le Snapchat de la jeune fille, puis il dit « Ah, OK, cette jeune fille-là aime telle bande de musique, tripe sur les petits chats, tripe sur tel chanteur rap ou des choses comme ça. » Puis après ça, ben, il utilise ça pour pouvoir entrer en contact avec elle. « Ah, wow, toi aussi, t'aimes cette musique-là. Hey, t'as-tu vu tel show? Si tu veux, j'ai des billets pour y aller. » Et voilà, c'est parti, tu sais. Fait que, ils ont accès à tout. Fait que, puis on voit, en fait, tu sais, je disais que l'âge d'entrée, vraiment, où est-ce qu'il y a des situations d'exploitation, c'est 14 ans, approximativement, l'âge moyen. Mais ce qu'on voit, c'est l'âge de la prise de contact. Dans le fond, est-ce qu'il y a un premier contact qui s'établit? C'est approximativement 11-12 ans. Tu sais. Ah oui? Parce que les jeunes de 11-12 ans, maintenant, ils ont des Snapchat, ils ont des TikTok, puis tout ça, puis ça fait en sorte que ben, ils se vont prendre plus rapidement, puis ils sont hyper inoffensifs à ce moment-là. J'aimerais ça, Lauriane, que tu nous expliques un peu auprès de qui est-ce que ton travail t'amène à intervenir ou ce service-là du ministère de la Sécurité publique, comment est-ce que ça prend place chez les intervenants du territoire? Bien, en fait, il faut savoir en premier lieu ce qui fait en sorte qu'une situation d'exploitation vient aux yeux, aux oreilles des intervenants.
ben c'est soit d'une part qu'il y a eu un dévoilement, donc une jeune fille qui a abordé la situation à un intervenant par elle-même, ou soit parce que là, il y a eu plusieurs éléments qui, mis ensemble, ont amené des inquiétudes à un intervenant. Puis que là, on fait « Oups, là, il y a une minute, là, je pense que on a une situation d'exploitation, là, finalement. » Fait auprès de qui on travaille? On peut travailler auprès des travailleurs de rue. On peut travailler auprès d'un intervenant en CLSC, à l'accueil psychosocial. On peut travailler auprès des travailleurs sociaux, auprès des intervenants de centre jeunesse, auprès des infirmières d'école, des fois, qui, eux, peuvent avoir une jeune fille là, qui vient passer les tests de dépistage et ramasser beaucoup de condoms là, à plusieurs reprises. Ouais. Bien, l'infirmière peut commencer à se poser des questions un petit peu par rapport à ça. Fait que c'est des choses qui peuvent allumer des lumières. Puis c'est dans ces situations-là, souvent, que les intervenants vont faire « OK, là, j'ai ces pistes-là, je comprends pas, mais je fais quoi avec à cette heure? Ouais. » Fait que c'est souvent à ce moment-là que les intervenants vont nous appeler pour qu'on puisse, après ça, les outiller puis dire « Bon, ben OK, vers où on s'en va dans l'intervention? » Nous, on va poser des questions un peu sur c'est quoi les facteurs de risque de la jeune fille, qu'est-ce qu'on perçoit, c'est quoi les questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Après ça, il y a plein d'enjeux légaux qu'il faut qu'on fasse attention parce que si jamais il y a des enquêtes qui se font par la suite, ben on n'a pas vraiment le choix de faire attention à ça parce que... Souvent, c'est les mineurs aussi, ben donc l'approche est différente. Il y a des questions à poser, il y a des questions à ne pas poser, tu sais. Ouais. Fait que on va un peu essayer de supporter puis outiller les intervenants dans cette optique-là. Puis Lauriane, en terminant, est-ce qu'il y aurait un petit mot de la fin que tu aimerais rajouter juste pour clore la conversation? Oui, bien en fait, en premier lieu, s'il y a des intervenants qui ont des situations à risque ou inquiétantes au niveau de l'exploitation sexuelle chez leurs jeunes, bien qu'ils n'hésitent surtout pas à communiquer avec nous. Puis en fait, dans les organismes porteurs de ces projets-là, il y a le Répit Jeunesse à Victo et la Piole à Drummond, qui sont comme un peu les porteurs de l'ensemble des projets. Là. La Piole, davantage au niveau de toute la concertation clinique, puis Répit Jeunesse au niveau du développement de projet là, qui s'en vient prochainement dans cette ligne-là. Fait que voilà. Merci, Lauriane. Ça fait plaisir! « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.